Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. La très belle revue Littoral a 20 ans. Et pour fêter cela, Confluent propose cette semaine une entrevue chorale à 5 invités. Publiée par le groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière Greenock de cette île, la revue Littoral est publiée une fois par an et associe textes de réflexion, création littéraire et art visuel. Plus particulièrement, ce numéro 20 consacre aux voix autochtones un foisonnant dossier intitulé « De l'écriture à la littérature Innu ». Il nous permet ainsi de mesurer le chemin parcouru au fil des décennies et de découvrir plusieurs artistes de la relève. Pour nous donner un avant-goût de cette passionnante lecture, Catherine Égaud rencontre les deux codirectrices de publication, Gabrielle Lapierre et Night Team, ainsi que 3 créatrices Innu dont le travail est mis en valeur dans le numéro 20 de la revue Littoral. Les autrices Mélissa Picard de Pessamit et Marie-Pascale Michel de Apitoimis, et l'artiste visuelle Noémie Michel de Washat Mac Magnotenam. Night Team, Gabrielle Lapierre, bonjour. Bonjour Catherine. Tout d'abord, je vais demander de vous présenter l'une et l'autre. Naï, qui êtes-vous? Moi, c'est Irnaïtir, mais j'utilise tout simplement Naï parce que c'est mon prénom d'usage. Je suis professeure de littérature au Collège de Maisonneuve, mais je suis aussi doctorante en études littéraires et chercheuse. Je m'intéresse aux littératures autochtones, plus spécifiquement Innu, et je m'intéresse aussi à tout ce qui est perspectives de groupes minorisés, notamment les perspectives asiatiques. Et Gabrielle? Je suis aussi professeure de littérature, mais au Cégep de Sept-Îles. Est-ce que vous enseignez plus particulièrement les littératures autochtones? Oui, on a des cours au Cégep de Sept-Îles, on a des groupes homogènes auxquels j'enseigne. On a aussi un tremplin DEC autochtone dans lequel j'enseigne, donc pas non plus que la littérature, mais j'enseigne beaucoup à des étudiants autochtones. Et vous êtes toutes les deux les toutes nouvelles co-directrices de publication de la revue Littoral. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? La revue Littoral, c'est une revue qui a 20 ans cette année, qui s'intéresse à tous les écrits nord-côtiers, c'est-à-dire tous les textes qui abordent, qui représentent la Côte-Nord, donc ce territoire géographique au nord du fleuve Saint-Laurent. On s'intéresse à tout ce qui est écrit, donc à la représentation de ces écrits-là, on les étudie, on les publie. C'est un groupe de recherche qui est basé au Cégep de Sept-Îles. Littoral, c'est notre revue, c'est un peu notre plateforme de diffusion pour partager nos travaux. Est-ce que vous diriez que c'est une revue universitaire ou grand public? Je pense qu'une de nos forces, en fait, c'est qu'elle est difficile à classer, la revue. Nous, on est basé au Cégep de Sept-Îles, donc dans une région, la Côte-Nord, où il n'y a pas d'université. On a des antennes de différentes universités, mais on n'a pas une présence de l'université qui est aussi forte que dans d'autres régions. Donc, je pense que souvent aussi, ça fait que les cégeps ont une importance plus grande dans ces régions-là. Ce qui nous donne la liberté un peu d'inventer ou de penser un peu peut-être en dehors de cadres plus stricts. Fait qu'on a à la fois des articles universitaires, mais on a aussi des gens qui écrivent des articles pour la première fois, des gens de la communauté qui écrivent. C'est l'avantage en région, justement, qu'on puisse rencontrer ces gens-là qui peuvent facilement passer sous le radar. Souvent, c'est concentré dans les grands centres, tout cet accès à la publication. Même, il y a très peu de publications en région, de manière générale, au Québec. Fait que la revue permet aussi des premières expériences, de donner confiance aussi aux gens avec une première expérience qui est professionnelle, de passer à travers un processus d'édition. Donc, pour nous, c'est vraiment une chance de pouvoir accompagner comme ça des gens qui touchent pour la première fois, qui se disent « Ah, je peux le faire, c'est à ma portée », c'est vraiment génial. Ça donne une belle liberté. Fait que je dirais pas que c'est une revue que universitaire. Notre public, on veut aussi que ça rejoigne les gens qui habitent le territoire, donc on veut pas non plus s'adresser juste à une petite partie de la population. Night Team, la revue fête ses 20 ans cette année, donc c'est son 20e numéro. Ça se fête en grand. C'est un très, très bel objet. La revue Littoral, c'est très soigné au niveau de la présentation. C'est une grosse revue, hein. C'est plus de 130 pages.
Oui, c'est ça. On a repensé la revue il y a quelques années. On a repensé aussi le visuel. Il y a eu tout un travail, alors que c'était Daniel Chartier et Pierre Rouxel qui étaient co-directeurs. Il y a eu toute une refonte du visuel. C'est un numéro par année parce qu'effectivement, c'est une grosse revue qu'on a quand même réussi à diminuer le nombre de pages parce que lorsque j'ai embarqué dans le bateau, on était à 230 pages. Ah oui, quand même. Ouais, Ouais. c'est presque des livres. Oui, c'est tout un travail. En fait, on a beaucoup de textes. Gabriel le mentionnait, mais on a des articles qui sont proposés par des spécialistes de certains sujets. On a des gens qui écrivent pour la première fois. Donc, c'est vraiment une revue qui est ouverte à tout public et on espère que les gens continuent à y contribuer. Et puis, la particularité de ce 20e numéro, c'est qu'elle s'intéresse aux écritures autochtones de la Côte-Nord, les écritures inoues. Exactement. En fait, quand on s'est penché sur la question du numéro 20, il y a aussi ça, une espèce de numéro anniversaire. C'était pas un chiffre anodin. Donc, on a regardé un peu dans l'historique de la revue aussi pour se pencher sur ces 20 années-là. Puis, sans contredit, un des numéros qui a été les plus importants pour la revue, c'est le 10e numéro qui s'intéressait aux écritures inoues. Donc, il y a déjà 10 ans. Fait qu'on s'est dit, ça serait une belle occasion de faire un clin d'œil et à l'histoire de la revue et à une partie de la littérature nord-côtière qui est incontournable, la littérature inoue. Donc, ça a été une occasion de faire un peu un numéro 10 ans plus tard pour voir comment, en 10 ans, ça a explosé aussi, d'où le titre de notre dossier, donc de l'écriture à la littérature. La littérature inoue s'est professionnalisée, a eu une reconnaissance de l'institution beaucoup dans les 10 dernières années, s'est multipliée, s'est enrichie. Donc, on trouvait que c'était un bon moment pour souligner un moment historique de notre revue, mais aussi de la littérature nord-côtière. Vous connaissez bien toutes les deux la littérature inoue. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans depuis votre numéro du 10e anniversaire? Je pense que la première piste, ça serait la quantité des textes. Là. La première chose qui me vient en tête, c'est que là, on a une diversité de textes plus grande que jamais. Dans le numéro, on a aussi même voulu donner la parole à des auteurs ou des autrices qui n'ont pas été publiés encore. Donc, il y a un futur aussi qui est rayonnant, là, je pense, pour la littérature inoue. La première chose qui me vient en tête, c'est la quantité et la qualité des textes. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit de plus en plus institutionnalisé. On parle de plus en plus d'enseignement des littératures autochtones de manière générale. Mais la littérature inoue, c'est une des littératures, je crois, je m'avancerais de dire la plus étudiée au Québec parce que c'est la plus importante en termes de production. On a beaucoup d'autrices qui sont connues du public. On a eu des pièces de théâtre. La littérature inoue a évolué de façon très, très rapide. Elle occupe une place importante dans le milieu littéraire au Québec. On ne pourrait pas penser la littérature au Québec sans penser la littérature inoue en ce moment. Elle est partout, en fait, et c'est une des richesses de cette littérature-là qui, rappelons-le, millénaire de toute façon. Pour renchérir sur ce que Maï avançait, je pense que le rôle de Littoral, ça a été aussi d'être un témoin à travers 20 ans de cette professionnalisation-là, de cette diversification-là. Parce que si on se ramène, il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins d'études universitaires sur le sujet. Là, aujourd'hui, on dirait que le sujet est un peu sur toutes les lèvres, mais je pense que Littoral, nos prédécesseurs ont eu la chance de voir émerger puis d'accompagner cette émergence de cette littérature-là sur l'avant-scène du milieu littéraire. Et puis, elle rayonne aux 4 coins du monde aussi. Dans Littoral, il y a un article sur la réception au Brésil de l'œuvre de Naomi Fontaine. Il y a un autre article sur la mise en scène au théâtre de Coucoum de Michel Jean. Donc, elle rayonne au-delà des limites du Québec. Et puis, elle rayonne dans d'autres médiums aussi que le livre. Oui, tout à fait, en fait. C'est-à-dire qu'elle trouve des échos dans des endroits qu'on n'aurait pas soupçonnés, en fait. Les parallèles à faire entre justement cette lecture brésilienne, dont l'article dont vous parlez, Catherine, et les enjeux qui sont soulevés dans les textes de Naomi Fontaine, mais aussi la rencontre que ça permet, cette littérature-là. C'est une littérature que j'aime penser de rencontre, en fait. Et puis, c'est une littérature qui s'enseigne maintenant. Vous êtes toutes les deux enseignantes au cégep. J'imagine que vous l'enseignez dans vos cours. Mais est-ce qu'elle est entrée dans tous les cégeps et dans toutes les universités? Dans tous les cégeps, je dirais que non. On remarque un engouement, un intérêt, mais surtout un souci de bien l'enseigner. C'est ça la distinction, je pense, que je trouve importante et que je nommerais ce souci de l'enseigner de façon adéquate. On parlait de littérature autochtone auparavant, mais je pense que ça n'a pas toujours été fait de la façon la plus correcte possible. Donc, en ce moment, ce que j'observe, c'est vraiment une volonté de se former par rapport aux enjeux qui sont évoqués dans la littérature inoue, par exemple, des
des enjeux qui sont quand même propres à la nation, qui sont propres à des visions du monde, à une compréhension, à une relation au territoire. On voit qu'il y a ce souci-là d'enseigner et avec les obligations qui arrivent, par exemple au secondaire, d'intégrer des œuvres autochtones, là, je pense que on voit une volonté de certains établissements d'intégrer le tout dans leur corpus sans que ça soit encore une obligation, du moins au collégial. À l'université, il y a des cours aussi, par exemple. Je sais qu'à l'Université Laval, tous les étudiants en études littéraires ont un cours obligatoire sur les littératures autochtones. Qu'est-ce que c'est une manière correcte d'enseigner la littérature autochtone? Vous disiez que ça n'avait pas toujours été enseigné correctement. Qu'est-ce qui manquait? Je pense qu'il manque ce souci, cette ouverture, du moins à la nation même, à la culture, cette volonté de laisser la parole aussi, de nommer des éléments, en fait, des univers autochtones, de chercher à les comprendre. Parce que je pense que ce qu'on observe, puis là, ça rejoint un peu, ça répond aussi à une question que vous avez posée plus tôt. La littérature Innu, par exemple, elle est lue au Brésil, elle est lue en Europe, mais le regard n'est pas toujours le même parce qu'on n'a pas toujours les mêmes référents et on n'a pas toujours accès à la culture de la même façon. Fait que ça va faire en sorte que notre lecture d'une œuvre peut être teintée par nos propres biais, je pense, et nos propres préconceptions de la culture même. Puis je pense que ça, on est de plus en plus sensible à cette réalité-là et on tente de moins le faire. Donc, est-ce que vous diriez qu'il faut une certaine contextualisation pour bien lire la littérature Innu? Une certaine connaissance des enjeux? Moi, assurément, je dis que oui. Je suis une fervente militante du besoin de contextualiser. Je comprends l'idée de lire la littérature dans toute sa richesse esthétique, mais je pense que la littérature Innu, de par son histoire, nécessite quand même de la comprendre, cette histoire-là, parce que comment lire Carole Labarre, comment lire Joséphine Bacon sans comprendre toutes les subtilités quand on renvoie au territoire, quand on renvoie aux relations, toutes ces choses qu'on ne nomme pas, mais qui existent dans la nation, dans la culture. Gabrielle, vous êtes d'accord avec ça? Entièrement. Je suis entièrement d'accord. Je pense que des fois, on essaie de plaquer aussi des grilles qui sont occidentales, qui sont d'ailleurs, puis là, on essaie de faire dire des choses au texte. Je pense qu'il y a quelque chose du réflexe. Le fait que l'université soit de plus en plus sensible à ces sujets-là fait aussi que les prochains qui seront formés n'auront pas été formés de la même manière ou qui vont peut-être développer cette sensibilité-là qui va faciliter après, quand eux-mêmes vont enseigner ces littératures-là, plus de contexte, effectivement, là, de mieux contextualiser, d'être moins dans un rapport vertical du savoir. Tout ça, je pense, c'est très important pour entrer en communication avec les textes aussi. Tu sais, le texte est un lieu de rencontre. Si on veut donner vraiment sa chance au texte, je pense qu'on a besoin d'une mise en contexte, effectivement. Dans les grands noms qu'on connaît de la littérature Innu, Gabrielle Lapierre, ce sont beaucoup des femmes. Est-ce que c'est encore vrai ou c'est une illusion d'optique qu'on a quand on voit ça d'un point de vue simplement de lectrice? Je crois que les femmes se sont démarquées davantage du côté littéraire, mais il y a aussi toute la chanson, qui est un art littéraire aussi, où là, les hommes sont très présents. On a tendance à séparer ces deux mondes-là, mais qui relèvent quand même de la parole, de la création, de la voix. Puis on va retrouver beaucoup d'hommes du côté musical. Puis peut-être qu'effectivement, par contre, la forme plus littéraire, plus traditionnelle, écrite, le récit, le roman, la poésie, on va retrouver plus de noms féminins. Dans ce numéro 20 de Littoral, vous faites une bonne place à la relève. Par exemple, Marie-Pascale Michel ou Mélissa Picard, qui vont aussi intervenir dans cette émission-ci. Et puis Noémie Michel, qui est une artiste visuelle. Est-ce que les créatrices et créateurs de la relève abordent les mêmes sujets que la génération ou les générations précédentes? Je pense que certains sujets reviennent parce que ce sont des sujets qui les habitent beaucoup. Et aussi selon la génération, parce qu'on a des artistes de la relève qui sont d'une génération plus jeune, alors que d'autres sont un peu plus âgés, je vais dire ça comme ça. Mais je pense que des thématiques comme le rapport au territoire reviennent. La question de l'identité, qui suis-je dans ce monde aussi qui évolue rapidement, qu'est-ce que je fais, des traditions qui font partie de ma culture, je pense que ça les habite beaucoup. Mais on essaye aussi de s'en distinguer et d'avoir droit à sa propre individualité, comme moi j'existe, oui, au sein de ma nation, mais aussi comme personne. Gabrielle Lapierre, Naïthéum, merci beaucoup. Merci Catherine. Merci beaucoup Catherine. Confluent rencontre, Marie-Pascale Michel.
C'est où Apitomis? Aptomas, c'est ce qu'on disait avant que ça s'appelle Malutenam. Aptomas veut dire entre deux, entre Wahat et Medjugorje, qui est aujourd'hui la pointe de Moisy. Est-ce que l'écriture, ça a aussi, comme la nature, comme le territoire, la fonction de nous ramener à quelque chose d'essentiel dans le fond? Ben moi, en tout cas, ma forme d'écriture que j'ai appris à l'université, c'est le Kassala. C'est de se mettre dans la place de l'autre, mais aussi à la place d'être vivant, là. Ça peut être des animaux, ça peut être une plante médicinale en particulier. Puis ça me permet de pouvoir me sentir comment une plante peut se sentir, mettons, quand il y a une déforestation, ou même les animaux quand il y a une déforestation. Ça me permet d'être plus compatissant, plus empathique aussi. Le Kassala vient d'Afrique. En Afrique, quand il y a des naissances, des mariages, des décès, ou tout simplement un événement, il y avait un orateur, on pourrait dire, qui le faisait de manière orale, moins dans l'écriture. Aujourd'hui, on appelle ça du Kassala moderne, là, où est-ce qu'on utilise l'écriture. C'était pour rendre hommage à l'autre en se mettant à sa place. Tu parles aussi de militantisme et de résistance, de politique dans le littoral. Comment ça s'exprime chez toi, la résistance? Moi, je travaille au cégep, comme aide pédagogique aux apprentissages. Mais je me rends compte que partout où je pose les yeux, c'est écrit en français. Partout où est-ce que je pose les yeux, je me reconnais pas. Comment est-ce que je peux rendre les murs un peu plus dans ma couleur, un peu plus dans... Tu sais, parce que j'imagine que les étudiants aussi, là, tu sais, se reconnaissent pas dans ces murs-là. Tu sais. C'est ça aussi de rendre un peu plus inou ces murs-là. Je suis allée dans une université où j'étais la seule autochtone dans l'université, puis ça me manquait. Juste un couet, genre. C'est viscéral. C'est viscéral, ouais. Tu veux changer le monde avec l'écriture? Ah, je veux changer le monde partout. Puis ça se fait par petits pas, je sais, là. Quel est le changement qui te tiendrait le plus à cœur? Dans le monde? Ouais. Qu'on pense, puis qu'on parle, nous. Nin danis capesh ishquadjono shelum volant. De mon sang coule l'héritage capesh, la famille des grands chasseurs. De l'héritage ishquadjono, la famille au cœur veillant. De l'héritage shelum, la famille au cœur généreux. Et de l'héritage volant, la famille des grands orateurs. La colonisation affecte tout le monde, d'opprimé à oppresseur. L'oppresseur a jadis été opprimé. Il y en a qui n'apprendront jamais à voler. Il y en a qui resteront enfermés dans leurs propres croyances. C'est à nous, jeunes outardes, de choisir les bons combats. Avec celles qui veulent apprendre à voler. Celles qui aspirent aux nouvelles générations, sensibilisant à la diversité des peuples de l'humanité. Celle qui ne sait pas tout. Celle qui remet en question. Celle qui s'informe. S'informer pour s'éduquer collectivement. S'informer pour décentrer l'autre. Et s'informer pour éviter les porte-paroles uniques. Confluent rencontre Noémie Michel. Est-ce que tu as toujours aimé les arts, et particulièrement les arts visuels? Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de dessins. C'était surtout un passe-temps avant, mais je savais pas que j'allais finir par faire ça dans mes études. C'est en choisissant le programme d'art visuel puis en allant à mes cours que j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça. Je veux vraiment continuer dans ce domaine-là dans le futur. Dans Littoral, tu as une acrylique, une aquarelle et crayon sur papier, et puis une photo d'une installation. Alors on dirait que tu touches à plusieurs médiums des arts visuels. Est-ce que tu as des médiums qui t'appellent plus que d'autres, ou est-ce que tu te laisses toutes les portes ouvertes? J'aime beaucoup travailler avec la peinture acrylique sur bois. On dirait que j'ai l'impression que
Je peux vraiment y aller comme avec des touches. Je préfère le bois qu'à la toile. J'aime aussi l'aquarelle puis le dessin. Oui, tu dis que ce que tu aimes faire dans tes œuvres, c'est de représenter la beauté de la nature et du monde. Alors, tu es dans une démarche qui est plus comme d'exaltation du monde, plus que par exemple une démarche militante ou de revendication. Est-ce que tu dirais ça ou... Ouais, c'est un peu ça. Euh, je cherche surtout à partager le sentiment d'émerveillement pour la nature, puis aussi comme je cherche à partager mon envie de connaissance, ma soif de connaissance. J'aime aussi ça, informer les gens sur la culture, parce que parfois on n'y prête pas attention, puis je trouve que c'est important quand même. J'aime ça, créer des liens avec justement les gens qui peuvent voir mes œuvres. Je trouve ça important de faire des liens puis partager les savoirs. Maintenant que la revue Littoral est accessible au grand public, comment est-ce que tu vis ça, d'avoir tes œuvres qui sont reproduites dans un magazine qui va se promener partout? C'est un peu... je trouve ça vraiment époustouflant. Je m'attendais jamais à ce que ça m'arrive de faire la couverture d'une revue comme ça. Je suis contente de faire ça parce que je trouve vraiment que c'est un beau projet qui met en valeur le peuple Innu à travers la littérature, mais aussi à travers l'art. C'est cool de faire briller la culture de même. Bon, ben on va s'émerveiller en regardant tes œuvres dans Littoral pour le moment, avant de les voir en vrai. Ouais. Merci Noémie Michel. Merci beaucoup. Confluent rencontre, Mélissa Picard. Pour moi, ça a commencé, je dirais, il y a une quinzaine d'années, même un peu plus. Alors que j'habitais toute seule à Québec, à un moment donné, c'est venu comme ça. C'est venu m'habiter, puis je comprenais pas trop. Alors, j'ai commencé à écrire ce qui me venait. Puis bizarrement, ça donnait quand même des textes comme s'ils avaient été réfléchis ou pensés. Fait que je trouvais ça bizarre. Puis à un moment donné, je me suis créé cette petite routine à moi-là. Je me suis permis de vivre ce qui venait à moi. Ça a donné comme un manuscrit après quelques mois. Vous en parlez dans Littoral comme de manière presque mystique, hein? Comme si c'était vraiment quelque chose qui veut sortir de vous, mais en même temps avec beaucoup de doutes. Oui, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert ce côté-là. Puis c'est vraiment venu avec beaucoup d'émotions. Puis c'est comme si, pour dire les choses simplement, c'est comme si quelqu'un m'habitait puis me racontait son histoire. Puis que moi, je servais juste à mettre les mots sur noir sur blanc. Mais les émotions qui venaient avec cette histoire-là, ces histoires-là, je les vivais en même temps que je les écrivais. Oui. C'est douloureux, hein? Vous dites à plusieurs reprises que vous avez beaucoup pleuré en écrivant. Oui, parce que les fois que ça m'est arrivé, c'était toujours en rapport avec les Premières Nations, l'histoire des Premières Nations. Je suis une femme Innu et je porte cette histoire-là, mais c'est des émotions que je ne connaissais pas avant de les mettre noir sur blanc. Même si vous dites que vos parents ne sont pas allés au pensionnat, donc la blessure des pensionnats ne vous a pas touché directement par vos parents, mais vous êtes habité par cette histoire-là qui est celle de la nation, dans le fond, ou celle de tous les autochtones. Oui, parce que même ceux qui n'ont pas été ont été touchés, tout l'environnement autour a été touché. Donc moi, j'étais longtemps dans le doute par rapport à ça. Je me sentais imposteur. Je me disais, je peux pas dire que je porte les mêmes blessures que ceux dont les parents ont fréquenté les pensionnats. Mais non, c'est des douleurs collectives qu'on porte. Vous disiez que vous écrivez comme si quelqu'un vous parlait et puis que vous transmettiez simplement sa parole. Est-ce que c'est toujours la même personne qui vous parle ou est-ce que c'est
Qui est cette personne qui vous parle, si c'est une personne? En fait, comme pour l'extrait que je vais vous lire, l'expérience que j'ai vécue, c'est comme si c'était une femme assassinée, une femme autochtone assassinée qui me racontait son histoire ou qui me montrait, en fait, où elle était. C'est un peu comme ça que moi, je l'ai vécu. Puis quand je l'ai vécu, c'était vraiment des images que je voyais, des émotions que je vivais. Donc, c'est un peu ce que j'ai mis sur papier. Je ne suis ni écrivaine, ni autrice. Aux petites heures du matin, les mots me réveillent, des phrases, certaines nouvelles et d'autres que j'entends pour la 2e ou la 3e fois. Et oui, entends, parce que je les entends vraiment dans ma tête. J'ai compris. Je m'installe, café à la main, accompagnée de sauge et d'une chandelle. Les mots défilent aussitôt. Ce sont elles, je les vois, je les ressens. Je ressens la peur, la douleur. Et voilà que, pendant que j'écris, les émotions m'envahissent. Je pleure ma vie, de rage, d'incompréhension. Je vois ces femmes autochtones toutes belles, assassinées. Je vois des sacs de plastique. Je vois une rivière. C'est rouge, c'est rouge. Je pleure allongée sur mon lit. Je suis épuisée. Je ne comprends pas vraiment ce que je viens de vivre. Des mots qui viennent d'une connexion que j'ignore, mais ils sont là, forts et prêts, intenses. Je regarde les lignes que j'ai écrites, et c'est comme si j'avais vécu ce sort moi-même, comme si j'y étais. Ça semblait si réel. Ce qui m'est arrivé ce matin-là, c'est revenu encore et encore. C'était comme si j'étais l'instrument, la plume des âmes passées, qui avait quelque chose à dénoncer. Mais pourquoi moi? Je ne suis ni écrivaine, ni autrice. Être habitée par ces mots, par ces textes pendant des années, et les étouffer par peur de jugement, par manque de confiance, ou par peur de prendre sa place, c'est se créer une cage qui était nos propres mots, mais aussi ceux d'un peuple. Chinashkubitnao, un immense merci à Nai Theme, Gabrielle Lapierre, Marie-Pascale Michel, Mélissa Picard et Noémie Michel pour cette magnifique rencontre avec de nouvelles voix artistiques Innu, glanées au fil du numéro 20 de la revue Littoral, actuellement proposée en kiosque et sur le site des éditions du Septentrion. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle.